Bienvenue à tous pour ce deuxième atelier de la série Entrepreneuriat et Premières Nations. Je remercie Mégane et Valérie d'être nos invités aujourd'hui. Merci énormément d'être là. Fabienne, sans plus tarder, je te passe la parole. Merci beaucoup d'animer cette série, Fabienne. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je sais qu'il manque pas mal de monde. Mes étudiantes sont supposées d'être là, entre autres, puis elles ne sont pas là. Je vais les accueillir. Je te propose d'entamer ça. Puis de toute Oui, façon, pas de problème. Pas de problème. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux et celles qui étaient là la semaine dernière. Aux autres, bienvenue. Donc, ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, vous avez manqué l'introduction, en fait. On a fait une petite mise en situation de l'entrepreneuriat des Premières Nations au Québec, bien sûr, parce que, bon, si on dépasse en plus le Québec, on pourrait passer 2 semaines là-dessus. Donc, je reconnais des visages qui étaient là la semaine dernière. J'en vois des nouveaux. Bonjour Stéphanie. Certaines personnes pour qui c'est un premier contact, pour d'autres qui ont déjà de l'expérience. Je pense à Stéphanie qui vient de se joindre à nous, si je ne m'abuse, qui a déjà quand même une expérience avec du recrutement, entre autres, de fournisseurs des Premières Nations dans une entreprise. Bonjour Stéphanie. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Stéphane également, Lecourt-Aubin, qui est avec nous, qui est agent de développement économique pour la nation. La nation ou la communauté, Stéphane? Pour le Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Grand Conseil de la Nation. Merci. Donc, pour ceux qui ne m'auraient pas vu la semaine dernière, moi, c'est Fabienne Elliott. Je suis alloctone. Je suis enseignante à Kiuna depuis 10 ans maintenant. J'enseigne l'administration, la gestion, entre autres, le travail administratif, l'organisation d'événements également. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Béatrice. Bonjour Béa! Non pas à Kiuna, mais à Trois-Rivières. Et donc, la semaine dernière, on a fait une courte mise en place du domaine de l'entrepreneuriat des Premières Nations pour en arriver aujourd'hui à vous présenter 2 entrepreneurs à vraiment incarner tous les défis, mais aussi toutes les belles possibilités qu'il y a dans le monde de l'entrepreneuriat des Premières Nations. Je vais donc vous présenter sans tarder les 2 entrepreneurs derrière Niaga, comment Niaga? OK. Prononcez le nom, là. Avec un K. Avec un K, Niaka. Donc, Niaka est une jeune entreprise qui a démarré tout récemment, si je comprends bien, en février 2002, qui est une entreprise de design graphique. Elles pourront évidemment là, vous la présenter mieux que je pourrais le faire. Nos 2 entrepreneurs aujourd'hui sont Mégane Hébert-Lefebvre. Est-ce qu'elle pourrait lever la main, qu'on voit laquelle est laquelle? Bonjour Mégane. Et Valérie Laforce. Bonjour Valérie. Valérie travaille depuis bon nombre d'années déjà au Grand Conseil de la Nation. La Nation Wabanaki regroupe 2 communautés, je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière, qui sont Odanak et Wolinak, qui sont situées en fait le long du fleuve, pour ceux qui connaissent un peu le coin, là, quelque part, disons, autour de entre Trois-Rivières et Sorel, admettons. Le territoire Wabanaki est beaucoup plus large que ça, bien sûr. Il comprend le centre du Québec, l'Estrie, le nord des États-Unis également. On peut voir la rivière Saint-François comme étant un peu l'artère vitale du territoire Ndianika. Oh, excusez-moi, ma prononciation est horrible. Alors, sans plus tarder, je vous présente donc Mégane et Valérie. Est-ce que vous avez une présentation? Est-ce que vous devez partager l'écran? Non, on n'a pas de présentation avec un PowerPoint ou quoi que ce soit. On va parler. Parfait, c'est bon. Donc, je vais vous les laisser se présenter à vous et on va fonctionner un peu par questions-réponses. Est-ce que vous préférez, mesdames, qu'on garde les questions du public un peu pour la fin? Ça ne me dérange pas vraiment pour vrai. Exact. Si les gens veulent poser des questions au fur et à mesure, ça va faire plaisir. Ça va peut-être être même plus interactif que si on fait juste une présentation magistrale devant tout le monde, là, surtout qu'on est à distance par Zoom. Là. Ça peut être intéressant d'échanger. C'est bon. Alors, parlez-nous un petit peu de, premièrement, qui vous êtes, votre parcours personnel et aussi ce qui vous a amené vraiment à démarrer votre entreprise alors que vous travailliez déjà au Grand Conseil. Parfait.
Je peux commencer? Donc, merci Fabienne. Donc, comme Fabienne a nommé, Valérie Laforce, je suis abénaquise de la communauté de Wolinak. J'ai 33 ans. Au niveau de l'expérience professionnelle, je travaille pour le Grand Conseil de la Nation Abénaquis depuis plus de 10 ans maintenant, au travers de différents postes de coordination de programmes, d'organisation communautaire, intervention communautaire également. J'ai une formation AEC en technique de graphisme. J'ai aussi un cours en design d'intérieur. Le côté artistique a toujours été présent dans ma fibre. Le mix de côté artistique et réaliste, parce qu'on sait que graphisme, design d'intérieur, c'est quand même très, très pointu comme domaine au niveau, c'est pas juste la création. Ça a toujours été une petite flamme en dedans de moi que j'ai eu envie de continuer à travailler en travaillant dans le département, je travaille quand même dans le département de services sociaux auquel je travaille encore, mais j'avais ce besoin-là personnel de pouvoir exploiter ça. Puis en même temps, au fil du temps, au fil des années, en étant membre des Premières Nations aussi, il y a toujours un besoin qui était là, qu'on sentait toutes les deux au niveau de la diffusion culturelle et aussi au niveau de comment emballer du contenu pour justement aider à bien le partager, que le message se transmette bien. Puis c'est bien entendu, on a une agence graphiste qui est ouverte à tous. Là, on découle de milieux autochtones, Premières Nations, mais notre public est pour... On vise les clients, peu importe que tu sois autochtone, notre but, on ne fait aucune discrimination là, au niveau de la clientèle, mais c'est sûr qu'on a un petit faible pour les gens des Premières Nations, vu que c'est nos origines, nos racines. Voilà, pas mal, pas mal expliqué le début du projet, mais dans le fond, moi, c'est Mégane Lefebvre. Je suis aussi abénaquise de Wolinak. J'ai 21 ans. Puis, on s'est vraiment rencontrés, en fait, au Grand Conseil de la Nation Wabanaki. J'ai travaillé là pendant 3 ans. J'ai quitté mon emploi dernièrement pour me concentrer plus sur l'entreprise. Puis, on s'est rencontrés là-dedans. Puis, dans un programme qui s'appelle Niana, dans le fond, c'était vraiment au niveau de la diffusion culturelle avec des jeunes de moins de 18 ans. Puis, au final, on s'est découvert une passion ensemble, les deux, de la culture abénakise, de la culture autochtone en général, mais abénakise surtout. Puis, au niveau du graphisme, on a fait le même cours. En fait, on a fait un AEC en technique de graphisme au Cégep de Trois-Rivières, les deux. Pas dans les mêmes années, mais on est quand même... on peut voir qu'on a un différent d'âge, là, les deux. Mais ouais, on a fait le même cours. Puis, dans le fond, moi, je suis rentrée comme graphiste au Grand Conseil. Donc, c'est là qu'on a tous mis à travailler ensemble dans les programmes des services sociaux. Qu'est-ce qui vous a amené à dire, bon, on a une passion pour le graphisme, on a une passion pour la culture, on veut la mettre de l'avant? C'est ce que vous faisiez déjà au Grand Conseil, un peu par vos projets. Qu'est-ce qui vous a amené à faire un pas de plus puis à dire, bon, on veut se partir à notre compte, on veut partir une entreprise, on veut être des entrepreneurs? Où est-ce que vous avez comment vous avez allumé cette flamme-là? Bien, en fait, il y a eu différents éléments déclencheurs, je dirais. Tu sais, il y a quelques années, je ne peux pas dire combien d'années ça fait déjà, on avait assisté à une conférence, justement, les deux ensemble, à l'hôtel Montfort à Nicolet sur l'entrepreneuriat. Puis c'était Simon Debeigne qui était là avec son entreprise G-Soft. Puis pour moi, personnellement, ça a été un élément déclencheur d'avoir un témoignage de quelqu'un qui s'est parti justement à son compte et de toutes les facettes que comprenait l'entrepreneuriat. Tu sais, parce que oui, c'est le fun d'avoir son employeur, oui, c'est le fun d'avoir ses mandats, son travail, mais le monde de l'entrepreneuriat est un monde tellement vaste qui permet de toucher plein de facettes en même temps autour de justement un domaine que tu aimes. Ça avait été un premier élément déclencheur pour moi qui m'avait marqué. Puis le deuxième, ça peut être vu d'une façon positive, ça a été beaucoup la pandémie. Donc, le fait d'avoir un moment d'arrêt qui est comme, t'arrêtes un peu de ton rythme de vie effréné, que tu travailles, tu es dans ton beat de vie, puis tu te poses des questions, mais sans trop non plus trop t'en poser. Mais le fait que ça soit un peu plus calme, ça a été fort. Hey, mais mettons, y a-tu autre chose que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie d'explorer un peu? Fait que ça a été, pour ma part, des éléments déclencheurs. Bien, ça ressemble pas mal. On a eu la même pandémie en même temps, on a fermé tout en même temps. Fait qu'on a eu beaucoup de temps libre énorme, là. Fait que c'est là qu'on s'est mis à faire, nous, on dit toujours nos petites rides d'auto, puis on jasait de la vie, comment qu'on voulait aller, puis nos objectifs tout personnels les deux, mais dans le fond, ça se rejoignait beaucoup, beaucoup. T'sais, on a un côté créatif les deux, on a fait le même cours, on aime vraiment le graphisme déjà de base, on en faisait au travail. Puis là, on a comme vraiment beaucoup de temps libre, fait que là, on avait plus de latitude. C'est même pas péjoratif, là, en fait, c'est vraiment le fait que on a un employeur et tout, mais avoir la latitude de toucher à plein de domaines en même temps, puis de prendre nos propres décisions à deux, en fait, là, puis de décider, nous, on fonctionne de telle manière, on fait ça de telle manière, c'était vraiment au niveau, je pense aussi de la latitude, là, d'avoir plus de
de champ libre, en fait, dans comment qu'on veut faire notre entreprise puis comment qu'on veut fonctionner aussi, là. Oui, au niveau de la vision, puis au niveau des valeurs. Puis il y a aussi une partie au niveau du contact client, puis la diversité aussi des projets qu'on peut rencontrer, puis des personnes qu'on peut rencontrer. Tu sais, le fait d'avoir sa propre, en tout cas, c'est sûr que c'est tout jeune, on s'entend. On a quand même, la réflexion, elle a été longue parce que pendant la pandémie, on a fait un cours en entrepreneuriat, on a fait notre plan d'affaires également. On a eu des grosses réflexions parce que tu veux tout faire comme ça, puis après ça, tu ratisses pour être capable de dire, OK, on cible quoi exactement? Mais quand même, en ayant ciblé un champ qui est précis, qui est le monde du graphisme, les gens qu'on côtoie, on voit tellement de projets différents, on rencontre des personnalités différentes, on voit des univers différents. Tu sais, présentement, on travaille autant avec femmes autochtones qu'avec des gyms privés. Fait que, tu sais, de pouvoir toucher à des facettes aussi larges que ça, c'est stimulant et c'est intéressant. Là. Vous venez toutes les deux de parler de votre emploi, que c'est là que vous vous êtes connus chez votre employeur. En tout cas, du moins, c'est un peu ce qui a cimenté votre amitié puis votre envie de partir en affaires. Qu'est-ce qu'il en pense, votre employeur, de ça, que vous partiez à votre compte comme ça? Mais en fait, c'est un domaine qui est différent. Bien, Mégane qui était là, c'était le même domaine, mais moi, mon travail que j'exerce est complètement différent de l'entreprise qu'on a partie. Tu sais, je travaille à la coordination des projets en milieu éducatif, donc le travail que j'ai à faire, c'est vraiment pour l'intégration de la culture dans les écoles, pour aider les jeunes Abénakis dans leur parcours scolaire. Fait que la nature de mon travail est vraiment différente de ce que j'ai à faire comme travail. Fait que c'est ça pas... c'est ça. Toi, moi, pour ma part, en fait, vu que c'était le même domaine, j'ai quitté mon emploi, en fait, carrément. Là, j'ai carrément quitté mon emploi. Puis, tu sais, j'ai vraiment des bons liens avec mes anciennes collègues, là, par exemple, mais, tu sais, c'est ça, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur l'entreprise et de travailler. Si je fais du graphisme, je vais le faire avec mon entreprise, en fait. Fait que ça a vraiment été comme ça que ça s'est fait, la transition, dans le fond, là. Ouais. OK, parfait. Mais je suis sûre de toute façon que votre employeur vous aurait appuyé dans votre démarche de démarrage d'entreprise. Il est fin, votre employeur, quand même. On le connaît. Maintenant, Valérie t'a parlé un peu d'un cours en entrepreneuriat que vous avez fait et de la démarche du plan d'affaires. J'aimerais ça que vous m'en parliez un peu plus. Ça a été quoi votre démarche au complet là, qui vous a mené à ce que vous êtes en ce moment? Puis j'aimerais ça, si vous pouvez un peu nous parler de ce que c'était les spécificités, je vais le dire, c'est difficile, des aspects culturels que vous vouliez mettre dans le projet. Là. Donc, le fait d'avoir un projet axé sur la culture abénaquise, comment est-ce que ça a teinté votre parcours en démarrage d'entreprise? Bien, en fait, tu veux-tu y aller? Bien, on peut parler du parcours, je pense, avant de parler de la spécificité. Moi non plus, je suis capable de le dire, en fait, culturel, mais on a commencé par se parler gros là, quand la pandémie on a été tous confinés. On s'est promené en auto, on a parlé tellement de trucs, de nos objectifs de vie, de tout. Puis là, ça a découlé qu'on pensait faire un projet, on n'était pas sûr, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait, mais on savait que ça serait avec les communautés autochtones, en fait. Fait qu'on a rencontré quelqu'un du CGE, qui est Philippe Power, qui on a discuté de notre projet, un peu des idées qu'on avait. Puis, on a été faire un cours en entrepreneuriat à Saint-Grégoire. Je pense que c'était avec la commission scolaire. Oui, c'est avec le centre de service scolaire. Fait qu'on a fait un cours d'entrepreneuriat qui a duré à peu près 6 mois. On a eu du coaching, on a fait tout le plan d'affaires complet. Puis après, on a fait un contact avec la CDE PNQL pour voir un peu l'information du milieu autochtone, parce que ça aussi, c'est un grand défi dans les communautés, même pour les personnes entrepreneurs autochtones. C'est de savoir où qu'on se met au niveau de la légalité de l'entreprise. C'est vraiment très compliqué. Fait qu'on a fait un gros contact avec eux autres, des rencontres avec les fiscalistes comptables. Ils pouvaient nous aider vraiment gros là-dessus. Puis on a eu un grand conseil aussi pour peut-être nous envoyer des subventions, des aides extérieures qu'on aurait besoin. Fait que on a eu ça. C'est pas mal ça. Puis au niveau de la spécificité, en fait, au début, on était vraiment centrés dans nos réflexions. OK, on veut que ça soit Première Nation, comment qu'on fait? Puis tranquillement, notre réflexion, ça a été, bien, on veut travailler avec les communautés. Et de façon qu'on s'est dit qu'on va le faire, c'est qu'on va viser un pourcentage de la clientèle qui est majoritairement Première Nation. On ne peut pas obliger les gens à nous engager, on s'entend. Là, les gens sont libres de leur choix. Mais ça a été vraiment comme dans notre approche, je pense, puis dans la vision de comment on se présente en tant que personne, de profiter de la vitrine qu'on a en tant qu'employeur pour justement
s'afficher en tant que membre des Premières Nations. Dans le monde du graphisme, comme qu'on fait présentement, c'est sûr qu'on ne peut pas faire que des projets 100% Premières Nations culturelles. Ce n'est pas notre nature. On a vraiment choisi de faire du graphisme en soi. Mais en faisant du graphisme en soi, ça permet qu'on travaille avec plein de gens qui ont du contenu à mettre en valeur, puis que nous, on fait notre spécialité qui est de mettre en valeur ce contenu-là. Donc, ça a été vraiment la réflexion de comment on y arrive. Fait qu'on a réussi à faire notre petit entonnoir puis à se diriger vers là. Puis au niveau du plan d'affaires, nous, ce qu'on a réalisé quand on faisait le cours, c'est qu'un plan d'affaires, c'est extrêmement large et complexe dans la vie et c'est très laborieux à faire. Quand on a rencontré justement la CDPNQ, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être bien des nuages qu'on a pelletés pour rien, qu'on s'est cassé la tête sur des aspects qui ne nous concernaient peut-être pas. Parce que quand tu fais ta formation en entrepreneuriat, la formation n'a pas ça d'être large pour toucher tous les types d'entrepreneurs. Tu sais, comme nous, il y avait des notions qui touchaient, par exemple, l'inventaire des stocks ou genre des concurrents semblables sur le marché. Il y avait l'air de quoi physiquement, mais nous, on travaille à distance de notre ordinateur et on n'a pas d'inventaire. Fait que toutes ces réflexions-là ne nous appartenaient pas, mais il fallait quand même les faire pareil effectivement pour comprendre la notion. Fait que c'est ça, il y a eu ces choses-là aussi que dans notre parcours. Ouais. On a eu un petit review j'ai oublié son nom. C'est Myriam, mais je pense que j'ai vu tantôt en plus, je pense qu'elle est là. Myriam qui nous a envoyé quelques commentaires pour nous aider à refaire le plan d'affaires parce que c'est sûr que là, on avait fait quelque chose, mais c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait peut-être refaire des trucs, en fait, du plan d'affaires parce que c'est quand même la base d'une entreprise, là, je pense, du démarrage d'une entreprise. Fait que c'est ça. Merci. Vous avez abordé ce qui était justement mon prochain thème. Vous avez parlé de la CDE-PNQL parce que quand vous avez parlé de fiscalité rapidement, hein, il y a des défis pour l'entrepreneuriat des Premières Nations. Il y a beaucoup de défis. Pouvez-vous un peu nous en parler? C'est quoi le défi particulier? Et là, j'inclus ça, être 2 jeunes femmes autochtones en région qui veulent partir en affaires. Parlez-nous de ça. D'être 2 jeunes femmes, je crois que c'est aidant. Je crois que ça, je pense que c'est un plus. Savoir 2 jeunes femmes, là, de moins de 35 ans, là, je suis à la limite, mais bref, 2 jeunes femmes moins de 35 ans, au niveau juste de pouvoir accès à l'accompagnement, si on parle du Carrefour Jeunesse Emploi. Les programmes d'aide. Hein? Oui, vraiment auxquels on a accès, parce qu'on a bien beau dire, en tout cas, c'est sûr, c'est notre expérience personnelle, là, mais j'ai une idée, puis genre, je vais y arriver tout seul, puis ça va bien aller. Ouais, non. Tu as bien beau avoir la meilleure idée du monde, puis penser que tu es bien bon dans ton domaine. Il y a tellement de ficelles, tellement de choses à savoir, tellement un regard extérieur qui permet de mieux t'aider à te réaligner quand tu as des questions. Puis des fois, ta famille, tes amis, oui, sont là pour te soutenir, mais ils n'ont pas nécessairement la formation ou les informations que ça te prend pour t'aider et te soutenir. Fait qu'il y a eu ça. Jeune femme entrepreneur, ça a été aidant. Fiscalité, c'est un autre paire de manches. Oui, ça a été vraiment... c'est tellement une grosse zone grise, le milieu autochtone de l'entrepreneuriat. Là, on a regardé avec la CDE-PNQL, on a eu quand même gros de l'information. Après, on a fait face à des situations le plus légales au niveau de la légalité de l'entreprise et tout. Puis on a été voir un fiscaliste. Comme quoi? Au niveau vraiment de l'enregistrement de l'entreprise, en fait, si c'est CNC, Inc., etc. Puis de voir, nous, mettons, nos revenus, comment que ça va fonctionner, vu qu'on est 2, les contrats qui sont sur communauté, qui ne sont pas. C'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'on paye de l'impôt sur ce qui est sur communauté? S'il l'est pas, est-ce qu'on fait payer des taxes? C'est toutes ces ficelles-là qui est comme, là, quand on fait facture, il faut le savoir, là. Parce que là, vous avez une clientèle autochtone en communauté. Votre entreprise est sise sur la communauté. Ce qui fait que pour vos clients autochtones en communauté, il y a une question de taxe qui n'est pas là, mais qui est là pour les clients allochtones ou autochtones hors communauté. Exactement. Ouais. Exactement. Comme ça, tout le monde va comprendre. Là. Ouais. Très clair, tu as bien résumé. Exactement, mais c'est vraiment ça. Puis c'était aussi au niveau vraiment, vraiment de la fiscalité de l'entreprise en tant que telle qui était plus compliqué. Fait qu'on a été voir justement un fiscaliste, on lui a expliqué, puis même lui, il était assis à notre rencontre, puis il nous regardait dans le blanc des yeux comme, écoute, vous êtes les premières personnes que je pogne en comme tel nombre d'années d'être dans le milieu. Fait que là, il était comme, on va regarder. On va analyser votre situation. Ça a pris 1 mois avant d'avoir un courriel, un retour, puis il nous a écrit que, il allait avoir beaucoup de temps de recherche à prendre, ce qui allait nous coûter cher aussi en même temps. Puis qu'à la fin, peut-être qu'on n'aurait même pas de réponse, en fait. Fait que c'est vraiment une zone grise. On fait ce qu'on pense qui est le plus légal, qui va le mieux.
Mais peut-être que dans une couple d'années, on ne sait jamais si on peut se refaire peut-être repogner un peu en ayant pris peut-être un choix sur la légalité, la façon que l'entreprise est faite, mettons. Fait que, ouais. C'est un côté plus difficile parce que les réponses sont vraiment dures à avoir. Là. On peut demander à un comptable. T'sais, on avait déjà demandé à notre comptable à un moment donné, dans notre cours une question, puis elle était comme je sais pas. On sait rien, là, pas du tout. Oui. Donc ça, c'est une des choses les plus qui a été un petit peu quand même compliquées, là. Ouais. Mais ouais. Est-ce qu'il y a d'autres défis du fait que c'est une entreprise en communauté et autochtone? Être reconnu dans notre milieu. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même difficile. On a habité les deux ici, on a vécu quasiment toute notre vie ici. On nous connaît depuis qu'on est toutes bébés, là, les deux, en fait. Fait que, on a travaillé comme étudiantes, on a été dans des trucs communautaires. Fait que là, Mégane et Valérie, qui habitent à Wallinac, qui habitent quasiment en face, se partent en affaires. C'était un peu dur. On se fait regarder comme je sais pas si ça va fonctionner. Fait que, être reconnu dans le milieu est quelque chose quand même d'un peu plus difficile, je dirais, moi. Oui, d'avoir le point de vue, justement, tu sais, qu'on est des professionnels dans notre domaine, Ouais. tu sais, pas... Puis les petites filles qui ont été vues grandir en communauté, la voisine, ou peu importe, si tu fais... on se parle, parfait. C'est plus, hey, tu peux-tu me dessiner un logo sur le site de même en ouais, non, maintenant, c'est une entreprise officielle, fait qu'on va se parler de façon officielle, puis on va... Fait qu'il y a ça aussi, le petit côté d'officialiser la chose parce qu'on n'a pas parlé tantôt, mais toutes les deux, quand même, moi, c'est sûr, ça fait quand même une bonne époque que j'ai fait mon cours, là, ça fait plus de 10 ans, mais j'ai tout le temps fait du graphisme à mon, comme ça, de façon pigiste, si je peux dire, à mon compte, mais de façon non officielle. Donc, c'est ça, de faire aussi la transition du non officiel vers le officiel. Ouais. C'est ça, c'est une autre petite marche, là. J'ai l'impression que j'entends deux choses. Dites-moi si je me trompe. J'entends d'un côté un petit milieu où il y a des côtés positifs, mais les côtés négatifs, c'est qu'on a comme une étiquette. Puis là, il faut se défaire de l'étiquette des deux jeunes filles bien le fun, puis mettre une étiquette de « nous sommes des professionnels ». Et de l'autre côté, aussi le défi de dire « mes services, ils ont une valeur ». Puis t'as beau être mon voisin, puis un Abénaki de ma communauté, mon service, il vaut autant, puis je vais te charger ce qu'il vaut. Ouais. Et je ne te ferai pas quelque chose plus rapidement parce que tu es mon voisin, puis tu me l'as demandé, puis tu vas rentrer dans la liste de la to-do list avec le délai qu'on est rendu à avoir. Mais ça, je pense que ça peut être aussi ailleurs. Là. C'est pas juste la communauté, mais je pense qu'au niveau de mettre une valeur marchande sur ce qu'on fait de notre créativité, c'est quelque chose qui est même confrontable pour nous deux, mais qui est confrontable même pour des clients ou des personnes qu'on croise qui sont comme « Hey, mais je pourrais t'offrir, je pourrais te faire tel truc, mais mais ça va coûter tant. » Genre, je le fais, je vais le faire avec le temps que j'ai, mais ça va coûter tel montant. Mais des fois, ils nous regardent comme « Ah, ben, tu sais, t'es mon voisin, fait que tu pourrais me le faire gratis. » C'est ça. Mais c'est plus comme ça que ça fonctionne. En fait, si on veut que notre entreprise soit viable et fonctionne à long terme, on met une valeur marchande sur ce qu'on fait, là, carrément. Oui, c'est vrai, je suis un peu comme sur comme 5 dossiers en même temps. Fait que c'est quelqu'un OK. Ça, c'est un peu le défi de la professionnalisation, hein? OK, ouais. C'est un peu le défi de la professionnalisation, hein, en fait. Bien, tu sais, même ça a été un défi, en fait, justement, on a fait de la grosse recherche pour savoir c'est quoi les prix médians du milieu, c'est comment, tu sais, que tu arrives chargé et tout. Fait que, tu sais, même nous, c'est un défi, mais en fait, c'est une obligation d'affirmation de faire comme, ça va être ça, parce que, tu sais, on ne se mettra pas à faire des cadeaux non plus à tout le monde parce qu'on le connaît, parce qu'on s'entend que quand tu grandis dans des petites places, c'est ça, comme Mégane a dit, je pense pas que c'est seulement rattaché le fait d'être dans une communauté. Je pense que tout petit village qui a un entrepreneur qui démarre doit être le même principe. On connaît tellement tout le monde que si je te fais tout sur le site, nous, on va faire du bénévolat également. Puis le but, c'est que notre entreprise soit viable aussi sur le long terme. Ouais. Dans votre projet d'affaires, dans votre plan d'affaires, j'imagine que vous avez fait une étude de marché, bien sûr, puis regardé la concurrence. Ouais. Il y en a combien d'autres entreprises de graphistes des Premières Nations au Québec? Il n'y en a vraiment pas de Pas bien. À moins qu'on les a pas trouvés. Oui, c'est ça. Tu sais, dans les plus connus, on en a juste une qu'on connaît, qui est vraiment une entreprise dans le même, qui ressemble pas mal
au même genre qu'on a monté comme plan d'affaires. Sinon, c'est sûr qu'il y a des graphistes un peu partout, là. Mais dans des entreprises comme qu'on l'a monté, il y en a à peu près une au Québec, en fait. Fait que, ouais. Fait que vous êtes la deuxième entreprise de graphisme des Premières Nations et la première à Benakis et la première dirigée par 2 jeunes femmes de moins de 35 ans. Wouhou! Bravo! Pour nos auditeurs d'aujourd'hui, donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises de ce domaine-là. Il y a une entreprise qui est un domaine un peu connexe, si on peut dire, mais pas direct, c'est la boîte rouge-vif. Pour ceux qui ne la connaissent pas, mais c'est ce connexe, mais vraiment différent. Là, ils sont plus dans le multimédia, mettons, là, dans la mise en valeur culturelle par le multimédia. Mais pour nos spectateurs d'aujourd'hui, si ça vous intéresse, vous irez voir la boîte rouge vif. C'est quand même super intéressant ce qu'ils font. Puis je pense qu'il y a un gars aussi qui a une boîte de graphisme. Hein? Onaki à Québec. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Exact. Donc, vous voyez. C'est ça. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais on va leur suggérer d'augmenter leur marketing parce que. Oui, c'est ça. Donc, c'est même pas une niche, votre affaire. Vous êtes comme juste toute seule de votre gang. Oui, quasiment. Exact. Donc, il y a des, évidemment, il y a des obstacles à faire de l'entrepreneuriat en communauté, quelle qu'elle soit. Là. Comme vous dites, en petite communauté, en région, il y a des défis qui sont les mêmes partout. Quand on est une entreprise des Premières Nations, donc il y a des défis fiscaux, hein, dont vous parlez. Mais j'imagine aussi qu'il y a un système de support, un système d'aide. Vous avez parlé un peu tantôt de la CDE puis du Carrefour Jeunesse Emploi. Qu'est-ce que vous avez eu comme support de la communauté, des communautés, du système d'entrepreneuriat des Premières Nations? Mais tu peux y aller, c'est ça, la CDEPNQL. On a la CDEPNQL dans le fond avec Myriam, puis j'oublie toujours son nom, mais son collègue également à chaque fois. Frédéric, je pense. Frédéric, oui. Puis c'est ça, fait qu'on a vraiment eu une belle collaboration avec eux, un appui. À l'interne, plus on a Stéphane, dans le fond, Stéphane qui est vraiment l'agent de développement économique ici, que lui nous a vraiment orienté vers des sources de financement possibles qu'on peut aller chercher. Ce qui était du réseautage. Du réseautage, oui. Aussi. On a aussi, en fait, des gens de la communauté qui nous ont envoyé des liens vers des demandes de financement. Fait que ça aussi, c'est gentil. Fait que, qui ont fait, hey, on a vu ça passer, peut-être que ça peut vous donner un coup de main, que ça peut vous être utile. Le Carrefour Jeunesse Emploi, 100% dans la région, pour vrai, ça a été un accompagnement total, vraiment. Là. Puis ce qui est le fun, c'est que même après le démarrage, on a vraiment quelqu'un qui vient nous voir une fois de temps en temps pour les besoins qu'on a. Puis, on peut parler de tout. Puis, on a un avis extérieur et neutre. Fait que c'est vraiment, je pense que ça nous a vraiment aidé pour vrai. Là. Exact. En dehors des ficelles globales de gestion d'entreprise, mais vraiment de, OK, ce client-là a telle approche, comment qu'on fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, pour... Et mettons un client qui peut être soit plus difficile ou d'avoir de la difficulté, mettons, à aller chercher telle information, peu importe comment, c'est ça, dealer avec la clientèle, il y a eu de l'accompagnant de ce niveau-là, faire des choix encore au niveau des orientations de l'entreprise. Donc, c'est ça. Il y a un beaucoup suivi avec du vrai coaching, là. Vraiment. Oui, vraiment. Okay. Est-ce qu'il y a des programmes, vous avez parlé des programmes de financement, est-ce que vous avez eu accès à des programmes de financement pour les Premières Nations ou pour les femmes des Premières Nations? On a appliqué à un qui est avec la CDEPNQL. Justement, on va avoir des nouvelles très bientôt. On se souhaite vraiment de l'avoir. Il y en a un pour les jeunes femmes. C'est-tu juste jeunes femmes ou juste les entreprises autochtones? Les entreprises autochtones. Mais c'est pas juste jeunes femmes, c'est les bourses Nika Niwin. Oui, quelque chose comme ça. Ces bourses-là, on a appliqué. Puis, la CDEPNQL, je ne sais pas tout ce qui peut être payé, mais nous, on s'était fait offert de payer l'enregistrement de l'entreprise ou la comptabilité, peut-être une partie de la comptabilité pour rencontrer un comptable. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça qu'on a eu accès personnellement de nous, là. Ouais, c'est pas mal ça, je vous dirais, ouais. OK. Il y a des programmes de financement un peu partout. Là. Il y en a de la CDE, il y en a de femmes autochtones aussi. Ils ont des petits... ils ont des projets de financement aussi qui peuvent être intéressants. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est vos projets d'affaires en ce moment? Premièrement, est-ce que vous avez des projets intéressants que vous pouvez nous partager? Mais est-ce que vous avez aussi des projets à long terme? Est-ce que vous voyez déjà où vous voulez être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 25 ans? Non, ça, c'est trop loin. Mettons dans 5 ans. Oui.
En ce moment, on a des beaux projets. Là. Si on parle, mettons, de contrats qu'on a eu des clients, on a vraiment des beaux projets. On est vraiment contents parce qu'on visait 80% communauté autochtone, 20% extérieure. Puis on a vraiment des beaux projets avec des belles organisations du milieu autochtone. Fait que ça nous a rendu bien, bien heureuses. Oui. Puis au niveau à long terme, je vous dirais, ça serait vraiment gros. On voulait vraiment beaucoup aller dans tout ce qui est de l'exposition, tu sais, je sais pas comment dire ça, de l'exposition interactive. On voulait s'enligner un peu plus là-dessus. On fait du graphisme, mais on aimerait vraiment ça aller plus dans tout ce qui est du immersif, puis toucher à plein de, du sonore, du visuel, audiovisuel, tous ces trucs-là comme ça. Exact, parce qu'on a mis tantôt notre spécialisation, c'est le graphisme. On est 2 graphistes de formation, mais tu sais, le nom, c'est Niaka Agence créative autochtone. Donc, le côté agence créative est quand même important, puis on collabore déjà avec d'autres entreprises autochtones pour justement ce que nous, on touche moins. Donc, qu'on parle de numérique, qu'on parle de codage, qu'on parle de captation vidéo, sonore, exact. On a des collaborateurs à ce niveau-là pour... c'est ça, notre dada, c'est vraiment les expositions. Donc, dans un horizon de 5 ans, ça serait vraiment intéressant de pouvoir avoir une majeure partie de projets qui toucherait ce créneau-là. Actuellement, d'un type de projet, c'est ça, Mégane a dit, on a une majorité de projets autochtones, mais tu sais, c'est vraiment là, on est beaucoup dans de la mise en page. On a travaillé avec l'Université Laval, on travaille avec Femmes autochtones du Québec pour leur site web, pour des livrets, pour également ils ont un gros document à mettre en page. Donc, c'est vraiment mise en page de contenu Première Nation. Puis on travaille avec des entreprises également de la région à création de logos, réseaux sociaux, qui sont dans du graphisme vraiment classique. Là. Est-ce que vous faites la gestion des réseaux sociaux ou vous faites l'image? Oui? OK. Oui. OK. Puis quand vous parlez d'exposition, ça serait quel genre? Comme travailler avec un musée ou faire un visuel à la Moment Factory? Je vous dis, c'est quoi qu'est-ce que vous voyez? On a un dada un peu à Ilimi Cavalia ou des trucs comme ça. On aime vraiment, vraiment ça, mais on a travaillé sur une exposition dans notre travail, en fait, quand j'étais au Grand Conseil. On a fait une exposition avec des volas, puis on avait tout préparé le contenu. Puis je pense que c'est ça qui nous a fait allumer, qu'on aimait vraiment, vraiment ça, créer. Tu sais, on a le contenu, on a quelqu'un qui l'écrit, mais on le rend beau pour se rendre compte, OK, la personne va marcher dans telle place, elle va voir tel truc de telle manière, avec tel son, avec telle lumière. Fait que je pense que c'est là qu'on a commencé à vraiment aimer ça. On aimerait, c'est sûr que si on aimerait vraiment ça travailler, que ce soit les musées ou les villes, surtout les villes ont souvent des je cherche en français, j'ai mon spot là, en anglais, mais un endroit où ils vont mettre quelque chose qui va parler de l'histoire, par exemple, de leur région. Comme le sentier Tolba, mettons. Oui, par exemple, je cherchais c'est ça. Je cherchais en français, c'est quoi le mot, mais dans ce sens-là. Où les passerelles à Nicolette sont en train de faire, dans sa bâtisse, une espèce de mini-exposition. C'est comme des trucs comme ça on trouverait intéressant. En fait. Toutes les places que les gens peuvent aller, mais vivre en même temps, qu'il y ait un petit clin d'œil, justement, d'expo qui soit présent en même temps. Là. Sur l'identité des Premières Nations et du peuple Wabanaki. D'accord. D'un idéal. Oui. Dans un idéal, dans 5 ans, ça serait vraiment ça. Ouais. On aimerait vraiment ça. Il y a un beau projet qui se développe à Drummondville qui s'appelle le parc de rive en rive, là, qui va être un parc qui va serpenter toute la rivière Saint-François. Vous devriez leur proposer du contenu Wabanaki, là. Ça serait intéressant. Comment? C'est sûr que ça serait intéressant. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était pour vos projets futurs. Si je comprends bien, Valérie, toi, tu travailles encore au Grand Conseil, c'est ça? Oui. OK. Toi, Mégane, tu es à temps plein dans la compagnie. Oui. Bon, Valérie, on ne veut pas que tu donnes ta démission devant tout le monde aujourd'hui, mais est-ce que toi, tu prévois être dans la compagnie à temps plein ou ce mix-là entre les deux te va bien? Puis comment va ta vie avec un job à temps plein puis une entreprise? Et puis, j'ai un autre travail. On est occupé pas mal. On est occupé, mais honnêtement, ça a été vraiment un apprentissage de gestion de temps. Puis c'est vraiment drôle, parce que il y a 10 ans, j'avais l'impression de travailler plus que ce que je travaille présentement. Je pense que c'est un skill qui se développe de comment gérer un agenda et comment se booker un horaire de ce soir, je ne fais rien, je prends un bain et j'écoute Netflix. Puis, je ne réponds pas à personne. Je pense que ça devient un art. Ça, c'est important pour vrai. Je pense que c'est une affaire qu'on a appris dans la pandémie, apprendre à s'arrêter.
puis prendre un moment pour soi, là, c'est vraiment important. C'est vraiment important, puis c'est essentiel. Donc, c'est ça, parce que je suis également serveuse dans la vie depuis quand même quelques années. Tu sais, j'avais le métier, à temps partiel, là, vraiment, c'est le sideline de serveuse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le contact avec le public, ça bouge, puis c'est beaucoup dans le moment présent, fait que j'aime beaucoup ça. Fait que je suis serveuse, je travaille au Grand Conseil, puis là, maintenant, à la compagnie. Actuellement, le temps partiel me convient parfaitement dans mon horaire. Avec les contrats qu'on a, avec la façon que ça roule, la façon que ça va bien. Tu sais, on ne peut jamais dire jamais dans la vie. C'est clair que si la compagnie fait comme, hey, on a, tu sais, je vais peut-être quitter un des emplois, lequel ce sera à voir à ce moment-là quand la décision va se prendre, parce que j'en suis pas là dans ma vie. Mais c'est ça, c'est comme graduel. Parce que oui, ça va bien, la compagnie va bien, mais ça prend quand même des sous pour vivre aussi également. Fait que, mais c'est important, je pense que mais je pense que vous venez de toucher ensemble deux points importants. Quand on ajoute des projets dans notre agenda, mais que c'est des projets qui sont nos projets, parce qu'ici, il y a beaucoup de porteurs de projets, c'est beaucoup ça le regroupement des forces fraîches. On voit que quand c'est nos projets qu'on porte, on dirait que tout d'un coup, c'est facile à mettre dans notre agenda. Tout d'un coup, on dirait, pouf, il se fait de la place dans l'agenda. L'autre chose que je trouve importante, c'est quand vous parlez de l'importance de prendre soin de nous, on a souvent tendance à dire que prendre du temps pour nous, c'est du temps qu'on enlève à notre compagnie, alors qu'au contraire, on devient souvent beaucoup plus productif une fois qu'on a pris soin de nous. On l'a vraiment vu à deux, pour vrai. Les deux, on avait la roue infernale de travail là, avant la pandémie, puis quand on s'est arrêté, puis qu'on a parti l'entreprise, puis dans les 2 derniers mois, on est occupé, mais en même temps, tu sais, quand on se parle pas la fin de semaine, ben cette fin de semaine-là, on prend un break, puis c'est important. Là. On se parle pas, tu sais, on se parle même pas, là, tu sais. Mais on en a besoin, tu sais. Puis après, on revient, là, puis le lundi matin, là, c'est parti, c'est starté, puis on a bien plus de motivation, puis on marche tout en motivation, là, je pense. Là. On court toujours après la petite carotte en avant. C'est juste de trouver une façon de rendre vraiment le travail agréable, puis d'être motivé et d'aimer ce qu'on fait. Là. Mais ça passe avant tout par prendre soin de soi. Oui, j'ajouterais même que les études ont prouvé que pour développer sa créativité et favoriser la créativité, c'est important d'avoir des plages horaires pour faire complètement autre chose que ce qu'on fait dans la vie. Parce qu'on ne peut pas développer notre créativité si on est tout le temps dans la même boîte, il faut aller voir ailleurs. Et il y a des études qui ont été faites en neuropsy là-dessus, là, mais aller dans la nature, lire et faire des choses qu'on n'a jamais faites, c'est entre autres des moyens de stimuler la créativité. Puis dans votre métier, c'est un peu essentiel, hein, il paraît, la créativité? Un peu. Puis je t'ajouterais, Fabienne, de mettre ses limites. Tu sais, nous, on avait eu justement, bien, ça peut être dans le défi en communauté, je ne sais pas si c'est le défi en communauté ou de façon générale quand tu es à ton compte. Hey, je peux te texter à 8 h lundi soir, puis tu peux-tu me faire ça? Tu peux-tu modifier ça? Ouais, non. Ouais, mais t'es à ton compte. Ouais, non. Non, tu sais, tu peux m'appeler en telle heure puis telle heure, on travaille de telle heure à telle heure dans la journée. Puis, mettons, la semaine, c'est plus Mégane qui va répondre parce que moi, j'ai mon autre emploi. Le vendredi, c'est notre journée de travail sur la compagnie. C'est là qu'on travaille. Puis nous, même, on se met un stop. OK, ben aujourd'hui, on finit à 5 h, on finit à 5 h. Passé 5 h, tu pars, je pars. Puis la limite dans le prendre soin de soi, pas que prendre du temps pour soi, mais vraiment de mettre une limite dans le terme de temps, parce que sinon, il n'y a jamais de fin quand tu travailles sur tes propres projets. Là. Puis ce qui est fun dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est aussi même d'apprendre avec son frère est en admin, dans le fond. Il nous a donné beaucoup de techniques pour la gestion du temps, la gestion d'efficacité un peu aussi. Puis justement, ça va même dans le mot limite. En fait, au final, on est comme à 5 h, ben, on finit telle liste, on fait ça. Puis après, c'est fini. On se reparle demain matin. Vous êtes très sage. Mais, l'expérience. Je pense que c'est un défi qui est commun à tous les entrepreneurs, mais effectivement, j'ai l'impression, du moins, que le défi est un peu supérieur en communauté, dans le sens où, comme tu dis, souvent, on connaît tout le monde depuis longtemps. Puis, tu sais, quand on vient, comme vous, de la communauté, par exemple, à Benakis, ben, ça ne se limite même pas à votre village. C'est comme Wolinak et Odanak, vous devez connaître du monde dans les 2 villages. Fait que c'est comme si votre village, le petit endroit d'où vous veniez, il était en plus tentaculaire. Fait que là, il y a du monde de partout qui pense que vous êtes disponible 24 h sur 24 pour répondre à leurs textos urgents. Oui, exactement. Tellement. Puis le niveau d'urgence, des fois, est relatif.
J'aurais une dernière question avant qu'on ouvre les questions à tout le monde. Les gens qui sont ici aujourd'hui, pour la plupart, font partie de Force fraîche. Donc, c'est un réseau vraiment de réseautage, un réseau de réseautage de porteurs de projets, particulièrement en région, donc des gens qui ont des projets ou qui veulent participer à des projets de développement. Il y en a beaucoup de ces gens-là qui aimeraient beaucoup inclure des entreprises ou des gens des Premières Nations dans leurs projets. Et ils se demandent souvent, mais comment je fais? C'est quoi le bon moyen d'intégrer des éléments des Premières Nations à mon projet? Donc, vous, si par exemple, une entreprise alloctone, vous contacte et vous dit, ben nous, on aimerait ça intégrer, par exemple, de l'iconographie, des images, une certaine identité visuelle des Premières Nations à mon projet, qu'est-ce que vous leur répondez? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est une com sensible, en fait. Mais tu sais, par expérience, c'est toujours vérifier le contenu avec les bonnes personnes. Tu sais, des fois, tu peux vouloir penser, en fait, souvent, la majorité du temps, l'intention est bonne et très valable et valeureuse derrière ça, mais vérifier le contenu avec des porteurs de savoir, des gens spécialisés, c'est vraiment, vraiment très important. Reconnu vraiment par la nation, la communauté, là, comme ici pour la nation, ça va être le bureau du Ndakina, le musée des Abénakis. Tu as certains porteurs de savoir qui vont être plus reconnus que d'autres, mais valider le contenu culturel, que ce soit une image, un dessin, une couleur, moi je pense que c'est tout le temps valider le contenu. On le fait nous-mêmes dans les projets autochtones. On valide tout, même si on vient de la nation. Juste pour être sûr, parce que c'est tellement sensible comme corde, là, pour vrai, c'est difficile. Je suis une entrepreneur de l'Estrie, puis je veux reconnaître la présence abénakise. Si je vous appelle, est-ce que vous seriez ouvert à faire ce genre de projet-là, faire une recherche? Est-ce que vous me dirigeriez vers le Grand Conseil? C'est soit qu'on va rediriger, c'est soit qu'on va inclure si on est capable d'avoir un partenariat avec quelqu'un qui va valider le contenu. Mais c'est sûr que nous-mêmes... Nous, on ne le validera pas par nous-mêmes, mettons. On a eu un projet là, dernièrement avec une organisation qui nous a demandé eux autres, ils ne voulaient pas s'occuper de la validation du contenu, mais c'est pas nous qui l'écrit le contenu, là. C'est carrément, on a été validé avec le musée. Est-ce que vous êtes prêt à valider telle information? Est-ce que vous êtes prêt à dire, OK, c'est bon, cette information-là? Puis après, on était correct. On l'a rajouté dans notre soumission, nous, carrément, le nombre d'heures que le musée a passé sur la validation. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On préfère se backer que d'avoir après... Parce qu'après, pour vrai, ça te fait, je vais dire, un mauvais nom, là, mais... C'est ça, ça passe pas tout le temps nécessairement. C'est pas tout le monde, des fois, ça fâche pas tout le monde, mais il y en a que des fois, ça peut un peu ça fatigue un petit peu. Ouais. Donc, un bon conseil, si je suis dans un territoire, bien, premièrement, je m'informe sur quelle est la nation traditionnelle au territoire où je suis. Je contacte soit un entrepreneur du coin ou la nation, je m'informe puis je fais un partenariat. Exactement. Totalement. C'est vraiment l'idéal pour vrai. Ouais. OK. Merci beaucoup, mesdames. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suis sûre que oui, un instant. Je vais me mettre mon... On voit comme plus la salle, nous. Il y a comme un changement d'idée. Donc... Oui, un instant. Vous allez la revoir dans pas long. Et voilà. Alors, oui, Amy. Oui, bonjour à tous et bonjour, excusez-moi, Valérie et Mégane. Merci beaucoup pour votre participation, c'est très intéressant. Moi, j'étais curieuse de savoir un petit peu, vous nous avez parlé beaucoup de votre parcours, tout ça. Est-ce que vous avez vécu des obstacles en tant que femme, entrepreneur, mais des communautés, des Premières Nations? Est-ce que vous avez vécu quelque chose comme obstacle que peut-être d'autres entrepreneurs n'auraient pas vécu, qui ne sont pas des Premières Nations? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Je sais pas, hein? Je sais pas. Tu sais, à part la fiscalité, on dirait de même, je le vois pas. Je pense que nous, notre bord, on était vraiment chanceuses, là. Je te dirais, parce qu'on vient de Wallinac aussi, tu sais, on est comme proche, tu sais, de la ville, je vais dire. On dirait que des fois, on dirait que le monde a un regard très, très différent sur le jeune femme autochtone parce qu'on n'a pas l'air autochtone. Je pense que aussi, ça a fait une grosse différence sur le fait, parce qu'on n'a même pas besoin de le mentionner, le monde, ils ne se poseront pas la question. Fait que je pense que ça nous a un peu aidés d'une manière, ouais. Oui.
je veux pas vraiment pas parler pour vous, mais je vous pose une question pour nourrir la réflexion. J'ai l'impression aussi qu'à Wolinak, comme à Adanac, étant donné que c'est un milieu semi-urbain, là, on n'est pas un milieu urbain, mais on est très, très proche des villes, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat est peut-être un petit peu plus développé que dans d'autres communautés. Oh, oui, énormément. Et juste présentement, mettons, je dirais depuis les fêtes, on est comme 3 entreprises de jeunes femmes à s'être lancées. Tu sais, il y a quand même dans d'autres domaines, tu sais, on a une jeune, en fait, ta cousine qui s'est lancée en entreprise de pâtisserie officiellement. J'ai une de mes amies qui s'est lancée en impression vraiment pour printer des chandails avec. Donc, tu sais, l'entrepreneuriat est quand même un univers qui est encouragé dans nos communautés. Là. C'est quand même. C'est ça, c'est présent, puis il y en a d'autres par les années passées. Là. Mais oui. Ouais. Je pense que c'est une différence. Oh, excuse-moi. Ah non, c'est correct. Je m'en avais juste dit, dans le fond, c'est juste parce que j'ai tout le temps l'impression, moi, c'est un peu à cause du semi-urbain, on est proche des villes, on a plus de ressources. Le milieu est plus grand pour partir en entreprise, j'ai l'impression. Là. C'est plus un avis personnel, mais ouais, en tant que jeune femme autochtone, on n'a pas eu nécessairement d'obstacles comme ça. Ouais. J'aurais tendance à dire un peu comme vous que, étant donné que c'est semi-urbain, là, bref, pas loin des villes, là, il y a quand même plus d'entrepreneuriat qu'il y en a dans d'autres coins. Exactement. Stéphanie. Salut, c'est très drôle. Je viens de découvrir quelque chose avec Zoom. Ils ont gardé mon nom de la dernière rencontre Zoom que j'avais qui n'était pas en lien avec McGill. Le Conseil des normes du Canada pour des rencontres ISO, tu sais, c'est n'importe quoi. Bonjour tout le monde, merci. En fait, c'est l'Université McGill. J'ai juste pas eu le temps de le changer, je m'excuse. Oui, merci Fabienne, puis merci à tout le monde d'avoir organisé ça. Moi, je trouve ça super intéressant. À McGill, on essaie beaucoup dans notre démarche de réconciliation. Moi, je suis aux approvisionnements. Je suis la gestionnaire de programme en approvisionnement responsable à l'université. Puis, on essaie beaucoup de favoriser les achats puis les contrats auprès d'entrepreneurs autochtones. C'est un défi, mais on va y arriver. On collabore avec le CDE-PNQL, on regarde tout le temps le répertoire, quels sont les services ou les produits qui peuvent être offerts par les différents membres des différentes communautés. Puis là, j'ai comme pensé à quelque chose. Wow, je me demande si je ne pourrais pas juste carrément, régulièrement importer la liste des membres des entrepreneurs qui sont dans la liste du CDE-PNQL, puis carrément rentrer ça dans notre plateforme, parce qu'à McGill, on a comme un genre de magasin en ligne, là, puis on identifie déjà les fournisseurs autochtones des Premières Nations ou des Inuits, puis on a comme un petit Inukshuk. Mais là, on veut s'arrimer avec le CDE-PNQL, puis on va changer pour un ours si ça devient un ours. Là. Mais je voulais vous entendre sur votre ambition quant à des contrats éventuels avec des grosses boîtes, des grosses universités, des grosses organisations à Montréal comme l'Université McGill ou Hydro-Québec ou je ne sais pas quoi. En fait, nous, quand on a fait notre plan d'affaires, on voulait absolument travailler avec les villes, les conseils de bande et les écoles. C'était pas mal nos trois... C'est nos 3 créneaux principaux. Oui, exactement. Fait que, c'est sûr que nous, travailler avec des grosses organisations, on aimerait vraiment ça, en fait. Là. Fait que c'est sûr qu'on serait intéressés, là, je pense. Totalement. Stéphanie, je vous présente Mégane et Valérie. Valérie et Stéphanie. Allez. C'est quoi le nom de l'entreprise? Je m'excuse, j'ai perdu le... Niaka. Je vais l'écrire, je vais mettre un lien. Oui, merci beaucoup. Oui, parce que c'est vrai, je vous écoutais tantôt, vous disiez que vous étiez pas mal les seuls, c'est un fait. Moi, j'en ai cherché. Là, je pense que j'en avais trouvé une entreprise qui faisait un peu de design graphique, là, mais il y avait même le site web. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Oui, c'est ça, c'était comme pas organisé. C'était pas évident. Là, fait que bravo, c'est super le fun. Puis moi, je peux voir facilement, nous, on fait beaucoup ça à McGill, puis toutes les autres universités regardent un peu ce qu'on fait, là, puis ils voient, nous, c'est comme dans nos valeurs, là, je dirais qu'on veut
je m'excuse l'anglais, là, mais we want to share the wealth. Là, on veut vraiment que pas juste toujours travailler avec les mêmes fournisseurs, les mêmes gros joueurs, puis on veut faire affaire avec des entreprises d'économie sociale, avec des entreprises qui appartiennent à des femmes ou des membres des communautés autochtones. C'est super important pour nous. Fait que voilà. Super. Merci. Puis, oui, puis là, c'est comme 3 critères: région, femmes, autochtones. Yeah. Et voilà. Oui, mais tu vois, Fabienne, regarde, il y a beaucoup de... C'est important le geste que tu viens de faire. Très important. Puis on essaie, il faut, en responsabilité sociale puis environnementale, puis en approvisionnement responsable, on veut un peu déconstruire ça, le geste de cocher des cases. On ne veut pas juste cocher des cases, on veut vraiment apporter sur le terrain des effets bénéfiques, puis vraiment contribuer. C'est comme dans la démarche d'une transition vers plus d'équité. Tout à fait. Puis ça oui, ça m'amène à quelque chose, c'est que quand on cherche des fournisseurs des Premières Nations, ce n'est pas pour rien qu'on a parlé, la semaine passée, on avait donné le lien là, vers la liste du CDEPNQL. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a une liste de fournisseurs. Il y en a une aussi au gouvernement du Canada, mais ceci dit, la liste du CDEPNQL est très fiable. Mais justement, infiable parce que ça ne permet pas juste justement de cocher des cases, parce que c'est des entreprises connues et reconnues. Toutes les entreprises ne sont pas égales. La nouvelle certification qu'il y a, là, le petit logo de l'ours, permet justement de dire, je ne fais pas juste cocher une case. J'engage vraiment une entreprise qui appartient vraiment à un membre des Premières Nations, qui va vraiment faire une différence dans sa communauté. Parce que ce qu'on appelle cocher des cases, dans le domaine de l'environnement, c'est du greenwashing, sinon c'est du social washing. C'est juste de dire, je m'ouvre une compagnie, puis tout d'un coup, je me dis autochtone. Pourquoi? Pour cocher une case. C'est un gros problème dans le milieu des affaires. Ça commence à l'être dans le milieu universitaire beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui veulent cocher des cases à tout prix puis qui sont prêts à un peu tout pour cocher des cases. Oui, nous, on fait super attention à ça. Puis, j'ai vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui a sa main levée, fait que je ne veux pas prendre trop de temps, mais en passant, au cas où vous l'auriez raté, le gouvernement a déposé un projet de loi, le projet de loi 12. C'est une refonte de la loi sur les contrats des organismes publics. Et là-dedans, il y a des nouvelles clauses pour avoir des marges préférentielles qu'on pourra utiliser dans les appels d'offres quand les entreprises, sont soumissionnaires, sont des entreprises autochtones. On aura le droit d'aller potentiellement jusqu'à 10 de marge préférentielle. Ça, les filles, c'est comme une autre paire de manches, là, mais commencez à penser à regarder sur SCAO les appels d'offres, ces choses-là. OK? Merci. Hey, super. Merci, Stéphanie. Sue! Allô, Sue! Allô? Excusez, parce que c'est Sue, c'est une des étudiantes. Bonjour, Sue! Je ne parle pas de même aux gens que je ne connais pas, là. Moi, je vais me présenter rapidement, là. Je m'appelle Sue Volant. Je suis je suis Innu de la communauté Ouachette-Macmalio. Puis là, ça fait 2 ans que je suis à Kiuna. Je suis rendue à ma dernière session avec Fabienne. Mais en gros, moi, toutes les choses que j'entends, j'aurais une question par rapport aux enjeux dans votre communauté, parce que je veux pas, mettons, moi, je suis vraiment pris avec mon territoire. Je vais souvent dans mon territoire. Moi, je suis vraiment loin dans la région. Je m'en vais loin dans le nord. Je vais jusqu'à Schefferville, fait que ça vous dit à peu près. Puis, en fait, je serais curieuse de savoir vos enjeux par rapport à l'entreprise, à votre créativité, sur la culture qui est arrivée, plus le fait que vous êtes dans votre communauté. Il y a sûrement des enjeux qui vous ont permis de pencher un peu plus sur le public cible que vous vouliez. Tu sais, veux pas, on parle de l'histoire culturelle, vous avez votre histoire culturelle qui rentre en compte. Puis là, vous faites des projets qui peuvent être un peu externes, qui jouent justement, comme vous dites, avec la reconnaissance de la culture de la communauté. Et j'aimerais vous entendre un peu sur les enjeux qui vous ont comme permis de forger un peu l'identité de votre entreprise par rapport à ça. J'y vais, tu y vas. Tu peux y aller. Vraiment, tu as ton idée. Je suis en train de la forger dans ma tête en même temps que tu poses la question, en fait, au niveau des enjeux qui nous ont aidés à forger l'identité de notre entreprise. C'est sûr que nos enjeux sont... moi, j'ai dit souvent, d'une Première Nation à une autre, les enjeux sont complètement différents. On a tendance à en parler que, on est membre d'une Première Nation,
on vit la même chose, tout le monde pareil. Non, vraiment pas. Il y a des grandes lignes qui se ressemblent, qui s'entrecroisent, mais n'empêche, on a chacun notre spécificité. De notre côté, un enjeu que j'ai vécu depuis toujours, en fait, c'est la réappropriation culturelle et le besoin d'être fier de sa nation, de se réapproprier sa culture pour justement en parler, la transmettre. Et cette partie-là, quand on parle de culture, mais aussi, je te dirais, tantôt, ça m'a flashé le côté de la modernité. Parce qu'en fait, nous, on arrive avec un aspect, on est une agence créative, on apporte un aspect qui est beaucoup plus, c'est ça, 2022, d'aujourd'hui, comment qu'on peut transmettre les choses, qu'on peut respecter la tradition, mais sans être dans la tradition pure et dure, comment qu'on peut être, c'est ça, aujourd'hui, l'adapter au public et aux gens. Puis, tu sais, dans les créneaux, quand on parlait qu'on avait ciblé au départ dans notre plan d'affaires les écoles, c'est vraiment plus postsecondaire, on parlait beaucoup plus des universités, les villes et les conseils. C'était parce que quand on parle d'université, bien, les gens, l'accès à l'éducation, tout changement passe par l'éducation, d'être dans le contexte éducatif. Les villes, bien là, on est vraiment directement par rapport au territoire. C'est les villes que c'est nos voisins, en fait. Puis c'est ça, puis ils font souvent des actions, justement, pour souligner des éléments importants historiques. Puis les conseils, bien là, on découle carrément de la communauté, ouais. Ça partait vraiment de ça, Elle a bien raison, je trouve. Mais je trouve ça intéressant ta question, Sue, puis la réponse de Valérie et Mégane, parce qu'il y a vraiment une discussion qui se passe en ce moment entre la culture traditionnelle et la modernité traditionnelle. Donc, comment est-ce qu'on importe, surtout dans une agence comme la vôtre, comment on importe des signes, des symboles, une iconographie, comment est-ce qu'on la modernise sans la travestir, sans la trahir? Puis comme Abénakis, comment est-ce qu'on peut travailler, par exemple, avec des Inuits? Parce que comme vous dites, oui, vous êtes autochtone, mais vous êtes Abénakis. Vous êtes pas Inuits. Fait que c'est pas des questions qu'on va régler aujourd'hui. En fait, tu sais, moi aussi, j'ai ce problème-là d'une manière parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis une fille de territoire. J'ai été élevée par mes arrière-grands-parents, moi, en territoire, toute mon enfance. J'ai dû aller à l'école, je ne savais pas ce que je faisais dans une école, entourée de plein d'enfants. Fait que votre situation est un peu très différente de la mienne. Fait que c'est sûr que d'une manière. Mais je remarque que les problèmes que vous avez sur la modernité de la tradition, c'est vrai que c'est un gros enjeu parce que même moi, écoute, on parle de portage. Moi, ma mère a dit, ben j'aimerais ça, moi, l'explorer en paddle. Tu sais, partir en paddle. Mais pas faire les gros portages, là, juste faire comme un petit sentier pour le paddle. Mais ça a apporté beaucoup de questions aux gens parce que les gens disaient, mais c'est mieux que tu le fasses en portage comme dans le temps, c'est mieux que tu le fasses comme dans le temps. Mais d'une manière, à le faire comme dans le temps, ben, ces portages-là, eux autres, ils t'ont fait 1 mois. Ils partaient tout l'hiver. Fait que la question du besoin, elle change sur la tradition. Puis à quelque part, c'est dur de faire changer l'ancienne mentalité de tout le monde. Mais à quelque part, moi, dans ma tête, oui, c'est important de savoir faire du portage. Parce que veux pas, c'est comme ça qu'on garde la culture. Mais de se permettre de la moderniser une fois que tu la connais, ça, c'est autre chose, par exemple. Puis c'est là le point important sur le fait de vraiment bien comprendre la culture avant de faire un projet justement sur la reconnaissance de la culture. C'est le fun, par exemple, tu pourrais venir ici puis faire des projets dans le territoire et nous. C'est juste qu'il va falloir que tu t'immerges avant. Puis c'est souvent, ce côté-là, les personnes qui vont chercher des entrepreneurs comme nous autres ne font pas cette étape-là. Fait que nous, on arrive, puis c'est pas à nous à te le faire. Exact. Puis là, ça fait comme la communication est comme difficile à ce point-là que tu es comme, est-ce que tu vas perdre ton collaborateur ou fait qu'il faut vraiment que tu choisis ton équipe solidement pour que ça fonctionne. J'ai les mêmes problèmes que vous, même si je n'ai pas la même situation dans laquelle j'ai été élevée. Là. Je vais juste ajouter pour le bénéfice de nos auditeurs allochtones, Sue vient d'une communauté Innu où on parle encore la langue et on va encore à l'école dans la langue. Alors que Mégane et Valérie sont en communauté Abénakis, donc, où la langue est en train de se revitaliser, c'est-à-dire qu'on ne la parle plus couramment. Elle est enseignée à l'école, à Kiuna, entre autres, à l'Université de Sherbrooke aussi, toute par le même professeur qui est Philippe Charland. Oui, exactement. Qui est un allochtone. En même temps, j'aimerais ça rajouter une petite chose sur la réappropriation de quand vous dites réappropriation. Oui, puis on va prendre une autre question après, fait que
Fais juste C'est juste, résumer ta c'est question. Oui. simple, c'est simple. Oui. Mais, tu sais, moi, je vis en territoire, je vis pas la réappropriation culturelle parce que je Non, la c'est vis ça. tout le temps. C'est ça. Mais d'une manière, ouais, j'aimerais ça que vous pensiez que vous-même, vous faites la même chose que moi, même si vous parlez de réappropriation, mais en vrai, vous êtes dans votre communauté, vous faites l'histoire, vous la continuez. Fait que vous n'êtes pas en réappropriation, vous l'avez déjà, mais il faut juste continuer à la perpétuer puis continuer à la faire quotidiennement. Moi, c'est le seul conseil que je vous donne. Oui, c'est vraiment bien dit pour vrai. Merci. Il y a Daniel qui a une question. Merci, Sue. C'est super intéressant. Bonjour. Simplement que vous m'aviez apporté une certaine frontière de pensée, là. J'ai entendu dans la même phrase la modernisation de la tradition versus le conflit avec le fondamentalisme des traditions. Ben, fondamentaliste, c'est peut-être pas, mais c'est qu'entre faire du portage pendant un mois et faire un portage qui pourrait être un fin de semaine, c'est que pour certains, il y a dans la modernité un accent sur dénaturer certaines choses traditionnelles. En tout cas, moi, comme alloctone, sensible à ces questions-là, je suis témoin de cette confrontation-là, entre guillemets, dans le discours et dans le développement. Oui. Oui. C'est tout à fait ça. Oui. Nous, on le vit comme enseignant. Là, je vais mettre mon chapeau de prof. Là. Monsieur Daniel, nous, on le vit comme enseignant parce qu'on enseigne en 2022 des disciplines de 2022 qu'on essaye d'actualiser selon, dans certains cas, on essaye de l'ancrer dans des connaissances traditionnelles. Dans certains cas, on essaye de prendre des connaissances traditionnelles et des actualiser. Fait que c'est vraiment un chemin qui se fait dans les deux sens. Mais oui, des fois, il y a des conflits entre la tradition et la modernité, c'est clair. C'est niaiseux, c'est tellement simple le parallèle que je vais faire, mais tu sais, on est dans l'univers du visuel. Puis tu sais, sans aller dans tout le temps le cliché, mais on veut un logo, on va avoir des plumes, une tortue. Puis, oui, mais on peut-tu sentir, parfait, une organisation d'une Première Nation, on va le sentir à 100%, mais c'est pas obligé d'avoir 3 capteurs de rêve. Puis on sait que c'est des symboles extrêmement importants pour les Premières Nations, on les porte, on est 100% d'accord avec ça. Mais c'est ça qu'on voulait dire, c'est ça que je m'en ai dit tantôt, dans le point de tantôt. C'est parce que des fois, les gens, ils arrivent avec des idées too much. Tu sais, c'est comme trop, c'est comme pas assez. Puis, tu sais, des fois, il faut mettre un clou. Puis c'est pour ça, moderniser a un lien avec le too much. Tu sais, ça vient trop, là. Tu sais, dans la communauté, on a eu beaucoup le too much, là, mettons, au niveau des activités qu'on avait, au niveau des publicités qu'on avait. Tout ce qu'on avait ici dans les activités, je pense, communautaires, c'était tout le temps too much. Puis là, des fois, tu te retrouves puis tu as l'impression de te faire rire de toi parce que là, ils pensent qu'on est quasiment un être extraterrestre. Moi, j'avais ce feeling-là quand j'étais plus jeune. On avait quasiment l'impression qu'on est extraterrestre parce qu'ils en mettent trop de la culture traditionnelle. Là, t'es comme, ouais, mais c'est peut-être pas juste ça qu'on veut faire nécessairement. Tu mets pas ta régalia pour aller au dépanneur le matin. Non, c'est ça. On la met dans des certaines circonstances. On avait un client, en fait, puis je peux le nommer, on a travaillé avec l'Université Laval, dans le fond. La dame a fait un super beau fascicule, puis il y avait un moment qui était comme, on illustrait avec des images et tout. Puis là, à un moment donné, elle allait vraiment comme dans le cliché. Je me suis permis de dire, je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas obligé d'avoir justement une femme inou traditionnelle en train de préparer une fourrure. Nous, c'est pas ça qui se passe en communauté. Tu sais, on peut peut-être avoir un parallèle de toutes les communautés. Il y a des communautés urbaines, puis il y a des communautés qui ont vraiment cette réalité-là. Mais la réalité est très mixte au niveau des Premières Nations. Fait que c'est ça, c'est de faire attention vraiment justement à la modernisation de la culture, puis d'être... c'est ça. C'est pas plus autochtone qu'on l'est actuellement. Hein. C'est ça. C'est ça. Oui, mais Daniel, je pense que vous posez une des questions fondamentales en ce moment, puis dans plein de domaines. C'est quand on parlait un petit peu tantôt, non, j'ai parlé avec mes étudiants ce matin, on parlait de pêche, par exemple, de pêche et de chasse de subsistance. Mais tu sais, la subsistance, le mot subsistance a changé avec les décennies. C'est quoi maintenant la subsistance? Est-ce qu'on reste dans la tradition ou dans la modernité? Donc, c'est des grandes questions. Je vois que tout le monde commence à nous quitter parce qu'il est passé 1 heure, puis les gens travaillent dans la vie, là.
Je vous remercie beaucoup, Mégane et Valérie. Bravo. Ça fait plaisir. Merci super apprécié. Super intéressant. On va retrouver, je pense, David va nous faire le tour final, là. Mais je pense qu'il va nous dire où on va trouver les sources. Ouais. Exactement. Ben, d'abord, un grand merci pour cette belle discussion. Valérie Laforce, ainsi que Mégane Hébert-Lefebvre, merci énormément de votre temps, de votre générosité, de votre ouverture. Je pense que c'était fascinant. Puis en même temps, je pense qu'on est privilégié d'avoir eu cet échange-là. Fait que merci énormément. Merci Fabienne Elia d'avoir pris l'initiative de préparer cette série, d'avoir animé ces 2 rencontres-là. Je trouve que ça a été fascinant et ça a été fait avec beaucoup de douceur. Fait que je te remercie énormément d'avoir initié ce projet-là. Pour tous les autres, pour les prochaines activités des Forces fraîches, je vous invite à aller voir sur notre site Internet. Maintenant, tous les ateliers vont être disponibles dans la section vidéothèque. Donc, si jamais vous voulez revoir le premier atelier, voir la discussion pour aujourd'hui, vous pouvez la voir dans la section vidéothèque. Je vais la charger à partir d'aujourd'hui. Pour le reste, si jamais vous voulez rejoindre le groupe d'intelligence collective sur Facebook pour participer aux discussions, participer aux échanges, Valérie et Mégane, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Comme ça, si vous avez des challenges, des idées, des opportunités, des réflexions d'affaires, c'est un groupe qui est là pour vous. Pour le reste, écoute, je vous souhaite une incroyable journée. Profitez-en, puis au plaisir de vous revoir bientôt. Merci de votre accueil, les forces. Merci tout le monde. Salut. Bye bye.